C'est bon? Top. C'est jeté. Conférence de presse de la coalition des victimes et des menacés de déguerpissement Covid-19 du jeudi 19 décembre 2024. Chers amis de la presse, citoyens, citoyennes, nous sommes là ce matin parce que nous nous acheminons vers le 31 décembre 2024 sans que le désastre humanitaire créé par l'État de Côte d'Ivoire à travers le district d'Abidjan ne soit solutionné. Toutes les familles normales sont en train de préparer allègrement les fêtes de fin d'année pendant que les familles déguerpies sont dans l'amertume, sans aucun espoir à l'horizon. Que d'indifférence et de fausses promesses. Quelle est la situation des déguerpis et expropriés ce jour du 19 décembre 2024? Les faits. Depuis 2014, les populations de Côte d'Ivoire assistent impuissamment à une humiliation de milliers de familles à travers des déguerpissements abusifs justifiés par une opération d'assainissement, de protection de vie ou de projet de développement de la part des dirigeants du pays. Plusieurs sites ont été affectés en 2018, mais en 2024, les déguerpissements ont été plus nombreux, plus violents et successifs. Au total, une trentaine de sites a été détruite. Plusieurs logements, équipements, dont des écoles et des lieux de culte, de même que des activités commerciales, ont été détruits par le district autonome d'Abidjan sans aucun respect des dispositions légales en la matière, portant ainsi atteinte à la dignité humaine de près de 100 000 ménages. Lors d'un conseil des ministres du 13 mars 2024, le district d'Abidjan a été déchargé des déguerpissements et la décision de mettre en place une cellule logée à la primature où le suivi des déguerpissements a été prise. Non seulement les membres de cette fameuse cellule n'ont été nommés qu'en août 2024, soit 5 mois après, mais pendant ce temps, le district a poursuivi son opération de déguerpissement avec plus de violence, au mépris des instructions du chef de l'État qui a demandé d'y mettre de l'humanisme et sans aucune réaction de la primature. Ainsi, le nombre de familles disloquées, de scolarité interrompue, d'activités commerciales détruites et d'employés mis au chômage a continué à augmenter au fil des mois jusqu'en octobre 2024, engendrant la paupérisation de centaines de familles dans ce contexte de cherté de la vie. Par ailleurs, le même 13 mars, 5 mesures ont été prises pour soulager les familles des déguerpis. Malheureusement, non seulement aucune n'était adaptée aux besoins et aux capacités des déguerpis, seule la première mesure a été mal appliquée avec seulement les déguerpis de GESCO et ATQB en collaboration avec les mairies. Au mois de mars 2024, une coalition des victimes et des menacés de déguerpissement dénommée Covid-19 a été créée pour renforcer la lutte, pour encadrer les déguerpis et obtenir la réparation des préjudices. Elle a organisé les déguerpis en collectif, levé des collectes de fonds, apporté un appui aux déguerpis et les aider à suivre la voie judiciaire. Elle a également organisé des conférences et réalisé des vidéos sur la situation des déguerpis. Elle a adressé des courriers aux autorités et seuls les ministères en charge de la solidarité, de la construction et de l'Intérieur ont répondu. Ni le district, ni la primature, encore moins le président de la cellule de suivi des déguerpissements n'ont répondu aux demandes d'audience. Il n'y a donc aucune assistance actuelle aux déguerpis, mais plusieurs mesures ont été prises
sans être appliquées, dont la dernière en date prise au Conseil des ministres du 20 novembre 2024 propose 3000 lots sur 36 hectares à Adonkwa. À ce même Conseil des ministres, il a été demandé de suspendre les déguerpissements et le ministère de l'Intérieur a demandé aux mairies des communes concernées d'établir les listes des déguerpis le 29 novembre 2024 par un télégramme. Notre analyse. Face à cette situation désastreuse, notre analyse est la suivante. 1. Les motivations et les cibles annoncées par le district sont la nécessité de mettre fin au désordre urbain et protéger les vies des populations des zones à risque. C'est très bien. Mais nous nous posons plusieurs questions. Pourquoi des villages et des quartiers lotis avec ACD ont-ils été démolis? Pourquoi des quartiers non inondables ont-ils été détruits? Pourquoi les déguerpissements ont-ils donné des morts alors qu'on voulait en éviter? Les statuts des différents sites démolis sont très divers et ne constituent pas en majorité des zones à risque. Nous avons au nombre des sites démolis 2 villages. Un village à Thié, dans la commune de Yopougon, Banco 1, créé par le décret 2010-233 du 25 août 2010, et le village Ébrié d'Adjamé Village. Un quartier à lotissement approuvé en 2002 avec détention d'ACD, notamment GESCO, en pleine restructuration, où le PACRA, un projet de l'AFD, devait bitumer les voies principales. Une opération immobilière à GESCO dénommée Cité Eden. Des quartiers non précaires avec des lotissements non approuvés à Atekoubé. Des quartiers non lotis mais non précaires comme abattoirs à Port-Boué. Des installations de fermes de commerce et d'artisans. Au total, une trentaine de sites ont été démolis, sinistrant près de 100 000 familles, dont 20 000 ménages propriétaires au moins, des milliers d'élèves et des milliers d'activités génératrices de revenus, dont des revenus locatifs. Par ailleurs, la recolonisation des sites déguerpis de l'abattoir de Port-Boué, Adjamé et Banco 1 montre que toutes les motivations n'ont pas été données. Comment des sites dits inaptes ou des habitations le sont sans aucun aménagement préalable ou des activités économiques. Actuellement, le site du quartier abattoir est en train d'être exploité par des opérateurs économiques privés. À quoi va-t-on affecter les autres sites? À Banco 1, on a détruit un village pour planter des arbres. 2. Cette situation aurait pu être évitée si les pouvoirs publics étaient soucieux de préserver le bien-être des populations. Non seulement ils auraient organisé leur déplacement en respectant les textes en vigueur et les procédures en la matière, mais ils auraient appliqué rapidement des mesures pour les soulager et sans discrimination. 3. Les mesures ne sont pas adaptées aux préjudices subis, mais pire, elles sont mal appliquées sur le terrain. En effet, le seul paiement de l'indemnité de relogement est effectif, mais seulement pour les déguerpis de GESCO, Banco 1 et Atekoubé Lagune. Les déguerpis des autres sites sont délaissés pour compte et à Atekoubé Lagune, La Paix, Espoir et le village de Banco 1, les locataires ont été exclus. 4. Les listes des mairies de Yopougon et Atekoubé sont frauduleuses. Tandis que des victimes sont exclues, les noms des non-déguerpis y figurent, même des agents de ces mairies. Des habitants du quartier HKB de Yopougon ont reçu les indemnités de relogement de 250 000 sans avoir été touchés par les déguerpissements. Comment faire donc confiance encore aux mairies pour l'établissement des listes? 5. Il est important de rappeler qu'aucune mesure n'est prévue pour les commerçants et les artisans qui pourtant sont des acteurs majeurs de l'approvisionnement des marchés, de même que des pourvoyeurs des caisses de l'État par le paiement des taxes. Le drame,
c'est que nous n'observons aucune réaction des fédérations et associations de commerçants et d'artisans pour défendre leurs droits. Pire, alors qu'un seul site de 133 fermiers a été détruit à Jesco-Rivière, la mairie de Yopougon déclare qu'il y aurait 4 coopératives d'éleveurs. D'où viennent les 3 coopératives supplémentaires? Ces 133 éleveurs ne figurent sur aucune liste de la mairie de Yopougon. Par ailleurs, le maire d'Adiamé, qui est également président de la Fédération des acteurs du commerce, la FENACSI, accompagnait même le district pour démolir les commerces au lieu de défendre les intérêts des commerçants. 6. Nous ne disposons pas jusqu'aujourd'hui de la liste de la trentaine de quartiers précaires concernés par les déguerpissements annoncés au Conseil des ministres du 13 mars 2024. Cela ne permet pas un encadrement efficace des populations. Par ailleurs, les menacés de déguerpissement sont angoissés par la situation désastreuse des victimes qui leur donne un aperçu de ce qui les attend. 7. Non seulement la liste actualisée des sites visés n'est pas mise à la disposition de l'opinion publique, mais pire, certains sites qui n'étaient pas sur la liste initiale des 176 sites du district ont été affectés, notamment à Tekoubé Lagune le 23 février 2024, le village de Banco 1 le 25 février 2024, Adjamé Village le 25 juillet 2024, Zo Village le 19 avril 2024 et les habitations de Jesco dans les 500 mètres au lieu des 50 mètres puis les 100 mètres initialement prévus. Par ailleurs, il y a des zones qui ont été épargnées sans explication. 8. Pendant que les indemnisations ne sont pas effectives et que les plus vulnérables sont encore sur les sites dans les gravats, des opérations d'enlèvement des gravats couplées par la chasse des victimes sur les sites allant jusqu'à brûler le peu de bagages qu'ils ont pu sauver. Et cela s'est passé dans le village de Banco 1 où l'école de refuge a été décoiffée par le district, à Makori, à Lyodan et à Zo Village avec le silence coupable des mairies. La majorité des familles affectées sont encore sans abri et disloquées. 9. Sur quelle base a-t-on décidé des 3000 lots? Sur quelle base a-t-on choisi Boribana et Jesco par rapport aux autres sites? Sur quelle base a-t-on choisi Anyama comme site de recasement? Sur quelle base va-t-on établir les listes lorsqu'on ne collabore pas avec les comités des déguerpis? Sur quelle base va-t-on définir le choix des bénéficiaires? Sur quelle base va-t-on attribuer 75 à 100 mètres carrés à des propriétaires qui ont perdu au moins 600 mètres carrés? Sur quelle base a-t-on décidé de faire louer les logements de recasement à des bénéficiaires qui ont été expropriés? Nous pourrions continuer avec les questions, il y en a tellement. 10. Enfin, cette paupérisation inconstitutionnelle programmée va non seulement à l'encontre des principes du développement de la démocratie et de la paix, mais elle crée une crise humanitaire par l'État lui-même, sans pour autant apporter des solutions adéquates et immédiates. Notre position. Au regard de notre analyse, nous, organisations membres de la COVIMEDSI, société civile, victimes et menacées de déguerpissement, avons 15 propositions. 1. La prise en charge immédiate des sans-domicile, des cas de malades, des handicapés physiques, de même que des élèves et étudiants déscolarisés du fait des déguerpissements. 2. La prise en compte de tous les locataires et propriétaires résidents de tous les sites dans l'octroi des indemnités de relogement. 3. La prise en charge immédiate des responsables d'activités commerciales, artisanales et agro-pastorales, de même que leurs employés. Il s'agit entre autres de la prise en compte des fermiers, notamment les 133 éleveurs de Jesco-Rivière et ceux d'Atekoubé Lagune, par leur insertion sur la liste des déguerpis et la définition de mesures d'accompagnement pour leur réinstallation.
4. La révision des mesures en faveur des déguerpis, dont l'augmentation à au moins 1 million pour l'indemnité de relogement, car elle devrait prendre en compte tous les préjudices subis qui sont d'ordre moral, psychologique, financier, scolaire, coutumier et matériel. 5. Le dédommagement des familles des victimes de décès du fait des déguerpissements. 6. La prise en charge en urgence des élèves et étudiants déguerpis pour sauver leur année scolaire et universitaire. 7. L'implication de la coalition à la validation des listes des victimes par l'implication des responsables des victimes dans la définition des nouvelles mesures, de même que l'établissement et la validation des listes. Sont responsables des déguerpis les comités des déguerpis et les chefferies des villages. 8. La mention dans la communication et sur les communiqués de poursuite judiciaire en cas de fraude dans l'élaboration des listes des victimes ou les responsables des mairies comme pour les non-victimes. 9. L'affichage des listes avant le paiement par souci de transparence. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu la liste de Yopougon. 10. La consultation des victimes pour l'identification des sites de recasement, car celles qui sont toujours en activité ont des impératifs tels que la proximité des lieux de travail. 11. Le changement du mode opératoire pour passer des déguerpissements à des déplacements de population dans le respect des procédures en la matière. 12. L'invitation de la coalition à exposer devant tous les membres de la cellule. 13. La mise à disposition de la liste des sites visés pour faciliter l'encadrement des populations concernées et faciliter leur déplacement. 14. L'intégration de la coalition à la table des négociations et dans la cellule de suivi et d'aménagement des quartiers précaires du district autonome d'Abidjan à tous les niveaux de décision. 15. Enfin, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire et internationale pour l'éclatement de la vérité et situer les responsabilités. La COVIMEDSI réaffirme son soutien à toutes les victimes et les menacés de déguerpissement et nous nous engageons entièrement dans la lutte pour le respect des droits fondamentaux des personnes déguerpies. Nous plaidons pour un dédommagement des déguerpis et la restauration des conditions de vie décentes pour les familles des déguerpis avant la fin de l'année. C'est pourquoi nous invitons la cellule de la primature à accélérer son plan de travail pour soulager ces victimes du gouvernement. Nous, COVIMEDSI, exhortons le président de la République, lors de son adresse du 31 décembre 2024, à avoir de la compassion pour toutes ces familles en détresse en nous accordant une oreille attentive pour prendre des mesures justes et rapides. Vive le développement dans le respect des textes, vive une Côte d'Ivoire unie et prospère, que Dieu éclaire nos autorités. Je vous remercie. Bon, on a fini avec le texte. Tous les responsables des déguerpis présents ne pouvaient pas être à la table de séance. Donc, au fur et à mesure des réponses aux questions, ceux qui prendront la parole se présenteront. Mais je tiens à repréciser qu'au sein de notre coalition, nous avons 2 ONG et 22 comités de déguerpis. Voilà. S'il n'y a pas de questions aussi, c'est bon, c'est que tout est clair. Il n'y a pas de questions. Oui, vous présentez votre organe et puis vous posez votre question. Bonjour, je suis Pascal Gabo du journal Notre Droit. Alors, lors de votre intervention, vous avez dit que les listes de certaines communes étaient frauduleuses. C'est une accusation grave. Alors, je vais demander sur quelle base est-ce que vous avez travaillé pour
pour savoir que les listes sont produites. Est-ce que vous pourriez éventuellement fournir des témoignages de personnes qui nous ont permis d'arriver à cette collecte? Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou bien on répond en même temps? D'accord. Nous avons parlé de listes frauduleuses par rapport au fait que nous avons constaté. À Atekoubé, nous avons pu disposer de la liste de la mairie qui a servi de base pour le paiement de l'indemnité de relogement de 250 000. Il se trouve que, à notre connaissance, il y a environ 400 familles qui devaient être indemnisées au niveau d'Atekoubé et la liste comportait 628 noms. Donc les plus de 200 noms en plus là, on les a regardés de près et malheureusement pour eux, on a reconnu sur la liste des noms de personnel de la mairie et d'autres noms qui sont des noms d'inconnus. Parce que les déguerpis se connaissent, ils ont habité ensemble pendant longtemps, ils se connaissent. Ça, c'est pour Atekoubé. Pour Yopougon, comme je l'ai dit dans le texte, il y a un quartier qui s'appelle HKB, qui n'a pas été touché par les déguerpissements, et pourtant, il y a des habitants de ce quartier qui ont reçu l'indemnité de relogement. Outre cela, d'après le recensement que les déguerpis eux-mêmes ont fait, on avait au moment du paiement de l'indemnité de relogement identifié 112 propriétaires à Gesto. Ça, c'était pour les premières casses qui ont eu lieu en février. 112 propriétaires de bâtiments et 542 locataires. À notre grande surprise, les chiffres officiels ont fait état de 208 propriétaires, 208 ou 203 propriétaires, et les locataires étaient à 1191 locataires. Donc, vous voyez que les chiffres sont quand même trop élevés pour la réalité, d'autant plus que parmi les déguerpis, il y a beaucoup qui sont encore introuvables puisque les gens sont partis là où ils pouvaient. On n'a même pas encore identifié tout le monde. Donc, voilà pourquoi nous disons, nous affirmons qu'il y a eu des listes frauduleuses et aucune des listes n'a été affichée. Par souci de transparence, il aurait fallu que les mairies d'Atekoubé et de Yopougon affichent les listes des personnes à payer. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Je suis avec oui. J'ai une question. Je voudrais savoir si votre structure est fournie par le gouvernement, en fait. Deuxièmement, je voudrais aussi savoir si les sites que vous avez éliminés lors de votre discours, si ces représentants sont ici avec nous. Oui, tu veux parler? Oui, vas-y. Tu te présentes d'abord. Reconnu par le gouvernement et par l'État de Côte d'Ivoire par rapport à quoi? Justement, comme vous êtes une structure qui a en train de défendre, à mon sens, les déguerpis, et puis si vous sont envoyés des déguerpis, je voudrais savoir si cette structure est reconnue en lequel je dois défendre quelqu'un. Voilà, c'est les gens même ne cherchent pas d'abord à collaborer avec la communauté. Ils ne cherchent même pas à nous connaître. Et il faut peut-être trouver donc depuis les paquets de fait, c'est fini, ils n'ont plus d'interlocuteurs, ils vont réfléchir à notre place, ils vont nous imposer des choses. Sinon, notre culture là, on a écrit partout. Donc on le dit, il faut que des places qu'on a l'écrit. Là, on le dit à la réunion, CNDH doit être là. CNDH, c'est une structure de l'État. Ils sont dans l'embouteillage. Et Amnesty aussi, elle a été reconnue officiellement partout au monde. Mais si le plan officiel là, les gens ne nous apportent aucun crédit. Ils disent même pas nous recevoir. Mais l'organisation alternative citoyenne ivoirienne
est reconnue et elle exerce dans la légalité. L'ONG Children Environment Foundation, qui est aussi la deuxième ONG qui s'occupe des enfants et des élèves de la coalition, est elle aussi reconnue. Il figure que nous défendons les droits humains. Donc nous avons le droit d'organiser tous ceux qui sont victimes d'injustice pour défendre leurs droits. Donc par rapport à cela, on peut dire que nous sommes reconnus et nous travaillons dans la légalité. Par ailleurs, il y a des comités qui se sont fait déclarer. Le comité des déguerpis de GESCO s'est fait déclarer à la mairie de Yopougon. Les gens de GESCO Judée aussi sont déclarés. Il y a des groupes qui se sont fait déclarer, même les éleveurs au bout. Ils ont une coopérative qui s'appelle AgroPass et Buni qui a aussi ses papiers. Donc nous sommes une coalition d'organisations reconnues et d'organisations créées spontanément par rapport à la situation. Mais nous qui sommes reconnus là, nous couvrons les autres. C'est bon? Voilà. Pour la deuxième question, la plupart des groupes sont représentés. Voilà. Le responsable de GESCO, il est en voyage. GESCO aux Pays-Bas. Voilà. Mais sinon, ici, vous avez les éleveurs, vous avez... comment? Oui, Zo Village. Donc, secrétaire... Non, attendez. Bon, présentez-vous, ils vont vous voir. Comme moi, je parle là, peut-être qu'ils pensent que... Je suis le président de l'association AgroPass et Buni, créée en 2007. Il y a des documents légaux déclarés au journal de Côte d'Ivoire. C'est eux, ils ont détruit leurs fermes, et leurs animaux dedans, tout. Voilà. Oui. Depuis 1900 combien? Vous entendez, non? Donc, moi, c'est Yapon Chomagloire, je suis le secrétaire général de la chefferie de Banco 1. Voilà. Madame, c'est Madame Conné Rose, comité de la cité Jardin d'Éden, une opération immobilière à GESCO. Voilà, depuis 1995, nous avons souscrit et nous avons vécu là pendant au moins 24 ans. Donc voilà un peu. Donc on vous disait non, que ce n'est pas que des quartiers précaires. Il y a des villages, voilà l'opération immobilière. Il y avait 70 maisons, ils ont détruit 25, on ne sait pas par rapport à quoi. Bon. Oui. Moi je suis Madame Tra, je suis responsable des femmes du Banco 1, village Banco 1. Monsieur Langwa. Merci. Moi, ce matin, je représente la chefferie d'Abidjan Djamé. Je suis le conseiller particulier du chef du village d'Abidjan Djamé. Abidjan Djamé, c'est ça, nous on dit à Djamé village. Voilà. Moi, c'est M. Koué Ouattara. Je suis le président du collectif des déguerpis d'Atikoué, quartier La Paix. Voilà. Merci. Oui, mais tout le monde ne pouvait pas. Non, c'est juste pour lui dire que les comités sont effectivement représentés et tout le monde ne pouvait pas être à la table de séance. Ah oui, le chef, pardon. Chef. Il est arrivé. Pardon. Si vous suiviez nos vidéos, il a été le porte-parole de la chefferie sur plusieurs vidéos. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Il n'y a plus de signes. Hein? Comment? Oui. Bon, comme vous n'avez pas de questions et qu'on a la chance d'être à Djamé Village, on va quand même vous faire un résumé de la situation d'Adjamé Village qui est un peu différente de celle des autres. Les autres, on les a surpris sans les prévenir pour des raisons que eux seuls ils savent. Pour Adjamé Village, ils étaient en négociation avec le Premier ministre par rapport à un projet gouvernemental. C'est ça, non? Les négociations ne se sont pas achevées. Les négociations pour ce projet-là portaient sur une emprise de 30 mètres. Les négociations ne se sont pas achevées quand on est venu les surprendre et on a même rasé 100 mètres de part et d'autre. Donc, comme eux-mêmes, ils sont là, ils vont vous résumer la situation. Ça pourrait peut-être vous inspirer d'autres questions. Chef, lequel?
il s'en là-bas. C'est ici, il commence. Oui. La Dieu. C'est vous deux même. Un parle et puis l'autre complète. Ouais, vous passez le côté. Non, mais il n'est pas trop chaud. En tout cas, on voulait... Laissez-moi. Oui. Couper juste les lignes. C'est coupé. Bien. Encore on vous remercie. On remercie la coalition qui a toujours utilisé nos installations pour travailler et qui nous fait confiance. Voilà. Et donc, merci d'être venu ce matin. Je remercie aussi tous les journalistes qui sont là, tous ceux qui sont venus à la source pour avoir les bonnes informations. Ceci dit, la dernière fois on l'a répété, Abidjamé village n'est pas concerné par les déguerpissements. Abidjamé village, c'est un cas particulier. Expropriation. On est concerné par une expropriation. Vous voyez, la dernière fois, vous avez parlé de 3000 lots qui devaient être mis à la disposition des déguerpis. Donc, vous avez dit, nous, bon, on n'est pas concerné par ça. Le point qu'on peut vous faire de manière globale, c'est que nous sommes toujours en discussion. Nous n'avons pas trouvé des solutions, nous sommes toujours en discussion. Nous sommes en train de déterminer le nombre de bâtis qui a été détruit sauvagement, je dirais, qui n'avait rien à voir avec comment on appelle la voie projetée passant par Abidjamé village, qui n'était que une voie d'accès au quatrième pont. Voilà, brièvement, je voulais vous dire ceci. Actuellement aussi, on pourrait dire qu'on est parti d'un comité interministériel, on est passé à une cellule pilotée par la primature. Et donc, avec cette cellule-là, nous sommes toujours en train de travailler, afin de trouver des solutions idoines à la situation d'Abidjan à Djamé. Voilà. Et donc, c'est ce que je pourrais avancer ce matin. Je vais laisser la parole à M. Koumo Jacques pour faire un additif. Merci. Je suis, comme je l'ai dit tantôt, M. Koumo Jacques, conseiller spécial du chef du village. À la suite de mon secrétaire particulier, je voudrais rappeler que Abidjamé village, Abidjamé n'est pas un quartier. Abidjamé c'est Abidjan. Abidjamé c'est Abidjan. Abidjamé n'est pas un quartier. C'est d'Abidjamé qui a été créé Abidjan. Et lorsque les gens s'amusent à dire que Abidjamé est un quartier, ils n'interrogent pas l'histoire. Parce que pour que tu dis que quelque chose là est ça, il faut interroger l'histoire. Abidjamé à Abidjan depuis le 13e, 14e siècle. Aucun colon, ni aucune mission de colon, ni aucun explorateur n'est encore ici, depuis le 13e et 14e siècle. Et grâce à Abidjan, Abidjan est né. Le nom Abidjan, c'est le nom d'Abidjan, on dit Bidjan Djema. Donc, messieurs les journalistes, je vous demanderai qu'à chaque fois quand vous faites un reportage sur Abidjan, ne mentionnez pas un quartier. Dites Abidjan, un village. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune d'Abidjan, dans les 19 quartiers, dans les 19 manches d'Abidjan, il y a un village et 18 quartiers.
un village et 18 quartiers. La commune en elle-même a été créée en 80. Si on était dans la délégation avec. Donc, vous voyez, quand il y a des casses, il y a des travaux à faire, on doit s'approcher quand même du propriétaire, de lui demander, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Dieu merci, nous avions commencé à discuter avec l'État de Côte d'Ivoire via le gouvernement ivoirien, chapeauté par la primature. Nous espérons que avant fin de cette année ou bien avant la nouvelle année, il va falloir que, à partir d'année, et tous nos frères qui ont été déguerpis trouvent une solution heureuse pour qu'ils puissent quand même vivre longtemps. Parce que ce qui s'est passé, ça, c'est pour écouter la vie des gens. Il y a eu des morts, de part et d'autre. Pas à Gamé village seul, mais dans les autres quartiers où c'était dit qu'il y a eu des morts. Il y a eu des traumatismes graves. Aujourd'hui, il y a des gens même qu'on ne peut pas reconnaître, qui sont là, qui parlent seuls, on dirait qu'ils sont fous. Alors qu'ils ne sont pas fous. Bref, je ne vais pas tellement étaler tout. Et à la suite de mon secrétaire général, la seule chose que je vous demanderai encore, c'est de croire à la cellule chapeautée par Mme Picheri Balé. Parce que voilà une dame qui crée un truc pour soulager un temps soit peu. Qu'on le veut ou pas, c'est pour arranger la Ivoirienne. C'est pour arranger le peuple maîtrise. Parce que, voyez-vous, ce qui s'est passé depuis avant le 25 juillet à Gamé Village, aucune personne, même aucun politique, n'a daigné soulager en parole ou bien en bien matériel les populations maîtrisées. C'est pas bien. Elle est la seule qui est en train de le faire. Je ne l'attends pas de loge, mais on m'a toujours enseigné que quand quelqu'un te fait du bien, remercie-le en même temps. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc je demande aux journalistes que cette dame, avec sa cellule qui se présente devant nous, de ne pas les en vouloir en disant qu'ils sont reconnus ou pas reconnus. Ils sont reconnus, ils ne sont pas reconnus, ils sont reconnus. Je crois que avec votre permission et avec la permission du village, je voudrais m'arrêter là. Si d'autres occasions se présentent, avec des journalistes, nous allons débattre et nous allons donner des questions. Je vous remercie. Merci. Monsieur Ouattara, pardon. Oui, ça va. Vous voulez que je me présente? Oui, je suis monsieur Nkumo Jacques, conseiller spécial du chef du village, chargé des relations avec les villages Akan. Et je vous ajoute en même temps que nous prévoyons de faire, comment on appelle, une conférence avec la presse nationale et internationale dans les jours à venir. Là, vous êtes invité d'office. Ok, donc vraiment, nous voulons... Il n'y a plus de questions, hein, c'est bon? Oui. Si vous voulez précisément, on veut savoir, menacer le médiatisme. Oui. Comment vous identifiez les qualités qui sont menacées le médiatisme? Si vous avez une liste de l'État a établie, vous avez connaissance, comment on les donne? D'accord. C'est pas compliqué. En fait, il y a eu la liste que le district a publiée le 22 février. Le 22 février 2024. Bien que le 13 mars, j'ai reçu la liste en conseil des ministres à une trentaine, étant donné que nous n'avons pas la liste de cette trentaine-là, a priori, ceux qui sont sur la liste des 176 sont concernés, a priori. La deuxième chose, c'est qu'il y a des quartiers comme le quartier de Zimbabwe, à Port-Boué,
qui a reçu des mises en demeure. Donc, il y a ce genre de quartier. La troisième chose, c'est ceux qui sont dans les emprises de l'autoroute. Vous voyez à Gesco, quand vous venez d'ici, vous allez vers Yamoussoukro, à la sortie d'Abidjan, ils ont cassé le côté gauche. Ils ont laissé le côté droit. Donc, ceux qui sont à droite sont inquiets. Jusqu'à priori, on devait prendre 50 à 100 mètres. Ça, c'est l'emprise officielle. Voilà. Donc, c'est tous ceux-là qui font partie des menacés. Oui. Je vais encore. Je fais une fois de plus. Nous devons que tu fasses ne pas qu'on ait des soutiens. Et non, non, non. Pour clarifier les choses. Il n'y a pas de problème. Ce sont des œuvres humanitaires. C'est pas obligé de le faire. Le faire, c'est pour sauver des vies. Alors, si, jusque-là, on continue de prêcher dans le prière, donc ici, on me dit de tout qu'est-ce qu'on peut faire pour la situation soit bien normale. D'accord. Je peux vous rassurer sur le fait que nous ne prêchons pas dans le désert. Voilà. Quand les déguerpissements ont commencé, les autorités disaient que, comme ce sont des quartiers précaires, ils n'ont droit à rien. Il a fallu que les victimes de Banco 1 s'organisent pour faire une marche le 8 mars 2024 pour que subitement, le 13 mars, on leur reconnaisse quelque chose. Et c'est le 13 mars en Conseil des ministres que des mesures ont été prises en faveur de ces populations qu'on disait n'avoir aucun droit. Donc nous pensons que nous ne prêchons pas dans le désert. Après toute la communication qui a été faite autour de ces différents déguerpissements, vous avez vu aussi que récemment, le 20 novembre, le site de recasement qu'on avait promis depuis le 13 mars, qu'on n'avait jamais vu, hein, une délégation gouvernementale de haut niveau est allée nous présenter ce site-là à la télévision. Voilà, donc nous pensons que nous sommes écoutés. Ils ne diront jamais que c'est à cause de nous, mais nous, ce qui nous importe, c'est les résultats. Et nous allons continuer jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. Voilà. Ouais. C'est bon? D'accord. Donc, vraiment, nous vous remercions pour votre disponibilité. On a commencé avec beaucoup de retard, mais vous êtes restés. Et nous comptons sur vous pour traduire fidèlement tout ce qui a été dit ici. Voilà. Parce qu'il y a certains de vos confrères là, quand vous finissez de lire l'article, vous êtes étonnés. Voilà. Merci beaucoup. Merci et puis, excellente fin de semaine à tout le monde. Vous venez de voir que le PPACI est dans une mobilisation générale. Cyril Louma Hortense mobilise les femmes de San Pedro. Parce que le président Laurent Gbagbo l'a demandé depuis déjà. Et les mobilisations ne concernent pas que les jeunes. Ça concerne les femmes, les jeunes, les hommes. Toute tranche d'âge, tout le monde viendra dans les rues à un moment donné. Parce que le gouvernement qui est en place, qui travaille avec la CEI dans un partenariat. Hein, parce que vous savez que la CEI, qui doit être, je répète tout le temps, la communauté, la CEI doit être la communauté électorale indépendante. Et pourtant, vous voyez vous-même que ce n'est pas une communauté électorale indépendante. C'est plutôt une communauté électorale dépendante du RHDP. Et donc, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Et Alassane Ouattara, voulant donc organiser les élections qu'il aurait gagnées d'office bien avant, veut bien vous imposer cela. Et quand on regarde la démarche aujourd'hui du RHDP Tidjane Thiam, qui lui, Tidjane Thiam, par ricochet, dit qu'il a une même vision de paix qu'Alassane Ouattara. Déjà, je ne comprends pas un opposant qui dit qu'il a la même vision de la paix qu'Alassane Ouattara. Et on sait que Alassane Ouattara, pour maintenir la paix, coupe les têtes des gens. Donc, je me pose bien la question, si tu es opposant, tu dis que tu as la même vision de paix qu'Alassane Ouattara, bah, qui vont te voter? Et je ne sais donc pas sa vision de paix veut quoi? Est-ce que Tidjane Thiam aujourd'hui nous démontre qu'il peut envoyer les gens dans les rues pour se mobiliser et pour dire non à la CEI, pour dire non à l'organisation des élections
de manière unilatérale par le RHDP et par la CEI qui sont en partenariat. Est-ce que M. Tidjane peut demander à ses militants de sortir dans les rues, lui qui a la même vision de paix qu'Alassane Ouattara? Je doute. Ou alors Tidjane avec sa même vision de paix est capable de porter les armes pour aller lutter contre Alassane Ouattara. Je me pose bien la question. Mais nous savons que le PPACI, et avec le président Laurent Gbagbo, est clair. Le moment des mobilisations viendra. Et donc les mobilisations doivent continuer. Parce que vous savez que où les femmes sont, il y aura forcément du monde. Donc les femmes sont donc en train de se mobiliser. Et si les femmes prennent leur courage à deux mains et commencent à s'organiser pour la vie politique de la nation, pour les combats futurs, mais les hommes ne doivent pas être en reste. Ils doivent se préparer aussi 4 fois plus que les femmes. Parce que nous sommes censés protéger nos mamans, protéger nos soeurs, nos enfants, nos femmes, pour qu'elles ne partent pas mourir face à la dictature qui est en face. Et même si ça devrait arriver, il faudrait bien que nous soyons devant d'abord pour qu'on puisse leur donner du courage. Donc bravo à ces femmes qui sont en train de se mobiliser pour les combats à venir. Car le président Laurent Gbagbo non seulement sera sur les élections électorales, de 2, la CEI de Koulibaly Kubier ne pourra pas organiser les élections. De 3, Alassane Ouattara qui a déjà fait un 3e mandat anticonstitutionnel ne pourra pas être candidat. 4. De 4, Guillaume Soro devrait être sur la liste électorale et participer aux élections. Parce que les élections qui doivent être organisées en 2025 doivent être inclusives et pas exclusives. Et de 5, minimum, je viens bien dire, de 5, la liste électorale doit subir un audit. On ne peut pas discuter sur ces 5 points-là. C'est inéluctable. Parce que si vous ne faites pas ça, nous allons à des élections qui peuvent nous faire vivre ce qu'on a vécu en 2010 ou même pire. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette conférence, par rapport à cette vidéo de Cyril Ouma-Hortense sur la mobilisation des femmes à San Pedro. Ouais, Pulcherine Ballet vient de faire une sortie boulée. Des associations des déguerpis ont fait une conférence de presse sur la situation des déguerpis. Vous savez, Alassane Ouattara avait sa vague de casse. Selon lui, pour réorganiser les villes, il a dit une restructuration. Il a sorti beaucoup de termes pour expliquer pourquoi il avait raison de casser et même de vendre les villages des gens. Il a déplacé tout un village, retiré les villageois qui y étaient, les a relogés dans un autre village. On n'a jamais vu. Leur terre ancestrale, où il y avait toute leur puissance, tout leur pouvoir. Ouattara les a retirés, les a mis ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'ils voulaient vendre leur terre. On ne sait pour quelle raison. Aujourd'hui, quelle est la situation réelle des déguerpis? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'Alassane Ouattara a fait une politique de soutien? En réalité, avant de casser et de mettre à la rue, on prévoit d'abord de reloger les gens. Ce qui signifie qu'on ne mettra même pas à la rue. Tout gouvernement normal fonctionne comme ça. Vous ne vous levez pas, vous cassez, vous abandonnez. Vous relogez d'abord les gens pour commencer. Quand ils sont relogés maintenant, c'est seulement là que vous pouvez maintenant venir casser pour construire tout ce que vous voulez. Alassane Ouattara, lui, n'a pas fait ça. Il n'a pas attendu ça. Il casse d'abord. Il vous met à la rue. Et 6 mois plus tard, il se pose la question, qu'est-ce qu'on fera de vous? Et là encore, il commence à trier dans le volet les qui sont vraiment mieux placés pour pouvoir avoir une possibilité d'avoir un logement à nouveau. Et vous qui êtes trop pauvre, qui n'êtes pas intéressant, ben il s'en fout parce qu'il n'est pas le président des pauvres. Alassane Ouattara est le président des hommes aisés. Vous pouvez voir Abidjan aujourd'hui. Alassane Ouattara veut que tous les Abidjanais qui n'ont pas de moyens quittent Abidjan et qui vont dans d'autres coins du pays, mais pas à Abidjan. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Abidjan, pour lui, sera spécialement pour des hommes huppies, des hommes riches, des hommes qui ont de grosses fortunes. Ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'à Abidjan, on a besoin de tout. On a besoin des riches, mais on a aussi besoin des pauvres. On a justement besoin de ces femmes qui vendent dans les comptoirs, c'est ce qui fait la différence. Ne venez pas transformer les rues africaines comme les rues européennes ou occidentales. Non, nous avons notre particularité. Quand nous venons dans les villes africaines et que nous faisons des vidéos, même pour des bloggings, nous aimons bien filmer des grandes routes, mais nous aimons aussi filmer nos mamans qui braisent la viande à côté, le maïs, ces personnes qui vendent la viande braisée. C'est ce qui fait la particularité de l'Afrique. Alors Alassane Ouattara, qui n'a jamais été fier d'être un Africain et qui n'aime pas fonctionner avec nos propres réalités, il aime toujours ressembler aux Blancs, veut aujourd'hui transformer totalement la Côte d'Ivoire, même s'il faut tuer. Mais aucune personne ne veut la politique du développement
qui tue la population. Parce que si on développe un pays, c'est bien évidemment pour que les populations puissent en profiter. Bon, si vous les tuez et développez, qui va en profiter? Voilà la vraie question qui est posée. Et Alassane Ouattara ne répondra pas. Donc, dans cette conférence de presse de Pulchering Baleke, je dis encore une fois de plus félicitations, parce que cette dame-là ne cessera jamais de me surprendre. Elle est toujours aux côtés du peuple. Et quand vous êtes aux côtés du peuple, vous êtes aux côtés de Dieu. Cette vidéo qu'elle a faite est digne de ce nom. Alors la team, vous devez la partager massivement pour attirer l'attention non seulement du gouvernement, mais aussi des opposants qui souvent, je trouve, ne se bougent pas réellement. Nous sommes à 11 mois d'élection présidentielle. Moi, je pense qu'ils devraient déjà faire mieux.